le menteur a intérêt à toujours faire durer la discussion. Toujours, toujours, toujours. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe dans les tribunaux. Je vais vous donner un exemple très simple. J'emploie, par exemple, chez moi, quelqu'un, enfin, je suis un avocat, pardon, et quelqu'un vient voir en disant, ah, j'ai un problème, il y a un de mes clients, je lui ai fait une terrasse, il porte plainte pour malfaçon. Bon. Alors moi, je vais lui dire, écoutez, vous avez fait de la malfaçon ou vous avez bien fait votre travail? Ah, bah non, oui, c'est vrai, je l'ai fait un peu vite, c'était un chantier supplémentaire, il y a des risques de malfaçon. D'ailleurs, celui, celui à qui j'ai fait le travail, enfin, pour qui j'ai fait le travail, il a envoyé un expert qui a conclu à la malfaçon. Très bien. Bon, donc vous avez tort, vous avez fait une malfaçon. Eh bien, très bien. Eh bien, nous allons prendre cette expertise de l'expert que le propriétaire de la maison a pris et nous allons la contester. Et sur les 10 pages ou 15 pages que font cette expertise, il y aura bien 3, 4 moments où les arguments seront moins forts. Comme on dit en droit international, un argument faible ne détruit pas la thèse. Mais justement, le menteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se focaliser sur les arguments un peu moins forts et il va les mettre en exergue et dire regardez, mais ça n'a pas de valeur, parce que si, parce que ça. Et puis on va toujours pouvoir. Il nous dit que la terrasse a été mal faite parce que ça n'a pas gelé dans ces jours-là et que ça n'aurait pas dû se fendiller. Mais qu'est-ce qui prouve que ça n'a pas gelé? Il ne nous donne pas les rapports de la météorologie. Alors il va nous donner les rapports. On va dire oui, mais attention, les rapports sont faits pour cette ville-là. Là, c'était à 15 kilomètres. À 15 kilomètres, il peut y avoir des gelées. Là où il y a pas... Et puis on va discuter, on va discuter, on va discuter. Et on arrivera toujours à en sortir. De toute façon, il dira à la fin, ouh là là, c'est tellement compliqué, on ne sait plus qui dit quoi. Donc, cette discussion ne se terminera jamais. Je vois très bien sous mes vidéos, hein, il y a les adversaires, les sempiternels adversaires, Brésil 2256, MB Janus, Wagner, qui viennent et qui nous donnent et qui nous... Et ça noie dans les arguments. Je vais sous la dalle, je filme sous la dalle pour voir qu'il n'y a pas de trou, qu'il n'y a aucun reste de trou. Ils disent, ouais, mais vous n'avez pas filmé assez, vous n'avez pas fait toute la dalle. Ils ne voudront jamais y croire. Donc, moi, je laisse les gens, vous voulez croire. Les chambres à air. Prenez-y. Mais vous savez, on a été au cœur du cœur, c'était Auschwitz 2, le crématoire 2, et là on a vu que ça s'effondrait bêtement, sottement, parce que comme ailleurs, la propagande soviétique était tellement stupide que ben, c'est fatal qu'un jour ou l'autre on le découvre. Je vous rappelle qu'à Nuremberg, les soviétiques ont prétendu que les Allemands faisaient rôtir les prisonniers russes à la broche. Hein. Je veux dire, ils ont prétendu que les Allemands passaient leur temps à découper les enfants en deux avec des scies rouillées. Pourquoi rouillées, on ne sait pas. Enfin, c'est une propagande complètement délirante, la propagande soviétique. C'est très amusant, de lire les pages et les pages quand c'était l'accusation soviétique qui venait présenter ces arguments. Des fois, ce serait pas si tragique, ce serait à mourir de rire. Bon ben, parmi ce flot de mensonges, elle a récupéré une rumeur de guerre qui parlait de gazage. Voilà, et puis elle a dit que c'était la Okrema 2, etc., puis qu'il y avait des trous d'emploi. C'était tout. Voilà. Donc maintenant, pour moi, si vous voulez, j'en parle toujours dans mes vidéos, naturellement. Mais cette affaire, pour moi, est close. Hein. Tout comme l'affaire Oradour, d'ailleurs, c'est clos. On ne va pas en discuter pendant des années. Oui. Alors, justement, par rapport à ce mensonge d'État, parce qu'il y a le mensonge russe, mais on peut dire le mensonge américain de la même façon, ils se sont entendus, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il y a une espèce d'entente absolue sur ce projet, puisque même côté russe, on a vu Poutine passer des lois assez sévères contre le révisionnisme aussi en Russie. Donc il y a un accord total là, des deux ennemis justement sur ce point-là en tout cas, non? Oh ben bien sûr, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, un pays a tout intérêt, s'il veut être bien vu, de voter des lois anti-révisionnistes. Hein. Parce que il faut quand même voir que tout ce monde bâti en 1945, tout ce monde qui dure encore aujourd'hui, est fondé sur les ruines matérielles et surtout idéologiques de l'Axe, et notamment de l'Allemagne nationale-socialiste. Notre monde s'est bâti, du point de vue de la morale, entre guillemets, sur les ruines des idéologies nationalistes et des idéologies fascisantes. Hein. Donc on a intérêt en permanence à diaboliser ces idéologies, et le plus pratique pour les diaboliser, c'est de dire, bah, écoutez,
elles sont intrinsèquement criminelles, et la meilleure preuve, c'est qu'elles ont commis le plus grand crime de l'histoire. Donc, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas accord en ce sens qu'il n'y a pas de gens qui se rencontrent et qui disent, au fait, on va faire des lois, ouais, non, t'es d'accord, ouais, d'accord. Non, 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 non. Il y a une propension naturelle à faire des lois parce que il est évident que, eh bien, à partir du moment où le mythe des chambres à air tombe, ben c'est tout qui est à voir. Et je me rappelle en 1991, dans un article du Figaro que j'ai dans mes archives, que je pourrais retrouver, l'auteur écrivait avec une certaine honnêteté, n'était-ce l'Holocauste ultime rempart, la croisade allemande contre le bolchevisme serait prêt à être réhabilitée. Sous-entendu, bon ben ouais, les Allemands finalement, en attaquant Staline qui n'était pas un ange, finalement ils n'avaient pas tort de le faire. Mais enfin bon, on va pas le dire parce qu'il y a l'Holocauste quand même. Donc, beaucoup de choses tomberaient si l'Holocauste tombait. Et voilà pourquoi il est évident qu'on met partout des lois pour faire durer, pour protéger ce mensonge. Et souvent, quand on me dit « Oh, mais vous savez, tout ça, c'est des trucs du passé, tout le monde n'en a rien à... personne n'en a rien à faire. » Je dis « Ah bon ?» Vous vous rappelez, le 21 avril 2002, 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen se hisse au deuxième tour de l'élection présidentielle. Bon, ce n'était pas un raz-de-marée brun, contrairement à ce qu'on voit, c'était l'effondrement inattendu de Jospin. Mais, je me souviens encore, dans 20 heures, les résultats sont annoncés, des journalistes sortent dans la rue et interrogent une première demoiselle qui leur tombe sous la main. « Mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez de ce séisme ?» La demoiselle répond « Il est intolérable que 50 ans après un génocide, il y a un Le Pen au deuxième tour. » Et on a vu pendant 15 jours, j'ai fait un livre sur la question qui a fait un bide monumental, mais j'ai fait tout un livre de 300 pages sur la question où j'ai analysé au jour par jour la presse, les manifestations, les slogans, mais tout tournait autour du prétendu Holocauste, en disant attention, attention, qui oublie son passé condamné à le revivre. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, toute notre société est fondée sur les ruines matérielles et idéologiques du Troisième Reich. Il faut donc, et c'est ce qu'avait dit Bardèche dès 1947 dans Nuremberg ou la Terre Promise, au-delà de l'Allemagne, c'est nous tous qui sommes dépossédés. Plus personne pourra s'asseoir et dire « cette ville est à nous, c'est nous qui l'avons construite, que ceux qui ne veulent pas vivre selon nos lois sortent de chez nous ». Il avait prévu tout ça. Il avait dit « attention, avec le jugement de Nuremberg, vous serez tous dépossédés, il n'y aura plus de frontières, plus rien ». Il l'avait prévu. Donc il est évident qu'aujourd'hui, il faut que c'est la croyance qu'entre 40 et 45, ça a été le camp du bien contre le camp de l'abomination, cette croyance doit subsister, et elle doit subsister grâce à l'affaire des prétendus chambres à air. Alors, il y a une question aussi. Alors, souvent on nous parle, parce que je ne sais pas si vous connaissez les thèses de Benjamin Friedman, le grand discours de Benjamin Friedman, où il explique le lien entre, pour lui, le traité de Versailles, les conséquences du traité de Versailles, l'arrivée d'Hitler et la création de l'État d'Israël. Parce que oui, pour lui, tout ça suit, on va dire, un espèce d'agenda. Il a participé lui-même, hein, comme il le dit, aux côtés du colonel House, en personne, à la négociation du traité de Versailles. Et il raconte d'ailleurs, il dit qu'il y avait bien des agents sionistes des deux côtés, via les frères Warburg, entre autres, dont l'un était représentant pour l'Allemagne, l'autre pour les États-Unis. Et il pense que des forces sionistes agissaient déjà dès cette époque, puisque c'est dans cette thèse qu'il pense que même les États-Unis sont entrés en guerre, dans la Première Guerre mondiale, contre l'Allemagne, sous l'influence de ces réseaux sionistes qui avaient organisé des campagnes dans les médias pour faire entrer l'Allemagne en guerre. Vous souscrivez, vous, à cette thèse aussi ? Non, pas du tout. Le monde est beaucoup trop complexe pour croire qu'il y aurait un agenda qui dirait on va faire Versailles, du coup il y aura une réaction en Allemagne avec un Hitler, du coup Hitler il va en vouloir aux Juifs, du coup il va y avoir une autre guerre, du coup Hitler va s'en prendre aux Juifs et à la fin de la guerre on va réussir avec ça à créer Israël. Alors là, pour moi, c'est du fantasme. Le monde est beaucoup trop complexe pour ça. D'ailleurs, quand on voit, au lieu de dire Friedman, quand on va voir les dossiers des discussions du traité de Versailles, on voit que, bien sûr,
il y avait sûrement des agents sionistes dans le coup, mais il y avait surtout la France, qui voulait se venger, qui voulait rendre une guerre à nouveau impossible en écrasant l'Allemagne. Il y avait les représentants de la Pologne, il y avait Édouard Bénès qui voulait détruire l'Autriche-Hongrie et faire son État, etc., etc. Il y avait des tonnes de, je dirais, de volontés différentes, d'objectifs différents, et bien malin qui aurait pu dire au départ qui allait gagner et pourquoi. En plus, ce qui m'amuse, non, ça m'amuse pas, mais ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que tous ces gens qui croient à ces thèses du complot, alors ils nous disent par exemple, mais regardez, vous avez les protocoles et des sages de Sion, etc. Et puis après, ils vous donnent des différents trucs, mais pendant les protocoles et sages de Sion, si vous les lisez bien, qu'est-ce que disent les Juifs? Oh, mais vous savez, aujourd'hui, il n'y aura plus personne, plus aucun lutteur pourra se lever contre nous parce qu'on est trop puissants. Ah ben, ils sont bien plantés, parce qu'après Hitler, comme lutteur contre les Juifs, il était pas mal. Donc on s'aperçoit que tous ces textes sont bourrés de choses qui sont contradictoires, etc. Donc tout ça, ça ne tient pas debout. Et je vais vous dire, je prépare une vidéo sur la question, mais ça fait plus d'1 an, parce qu'à chaque fois je suis interrompu. J'ai pas beaucoup d'argent, il faut que je travaille ici et là, c'est pas facile. Mais la thèse du complot sioniste qui aurait prévu, c'est exactement la même façon de penser que la thèse exterminationniste sur les chambres à gaz. C'est les mêmes ressorts de la pensée. On prend des événements historiques, on prend quelques pièces, on assemble ça plus ou moins bien, et puis on en tire une espèce de chaîne qui va d'un bout à l'autre. Vous voyez, tout était préparé, parce que à Nuremberg, c'est exactement ce qu'on a dit. On disait que les Allemands étaient des conspirateurs. C'est-à-dire que dès les années 20, Hitler avait prévu, et qu'il avait prévu qu'il exterminerait les Juifs. Et quand vous lisez leurs dossiers, il faut les lire dans les archives Nuremberg, et puis il faut lire après ce que dit l'accusation de la procès, mais c'est exactement la thèse conspirationniste. Alors il nous cite un bout de discours ici, un mec qui a dit ça, un national-socialiste, Hitler qui a écrit dans Mein Kampf, ah, si on avait mis plusieurs dizaines de milliers d'Hébreux sous les gaz d'asphyxiation, ah, il l'avait préparé, oui, il avait dit. Et puis, il nous forge avec ça une espèce de puzzle qui nous dit, vous voyez, depuis les années 20, tout le monde, ils avaient tous prévu ce qu'il y avait. Ils avaient prévu qu'ils feraient la guerre. Ils avaient prévu qu'ils envahiraient la France. Ils avaient prévu qu'ils envahiraient l'URSS. Ils avaient prévu qu'ils tueraient les Juifs. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et la thèse conspirationniste, c'est la même chose. On prend le discours du grand rabbin sur la tombe à Prague, on prend des protocoles, on prend Benjamin Friedman nous dit il y avait ci, il y avait ça, moi j'étais là. Alors que quand on analyse tous les papiers, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et puis de là, on fait un truc qui de loin a l'air bien, mais quand on s'approche, ça tient pas debout. À aucun moment ça tient debout. Le monde est 100 fois trop complexe, 100 fois trop complexe. Il y a tellement de circonstances qui jouent que ne me faites pas croire que tout est prévu. Et je dis aux gens, mais je vous en prie, par pitié, ne croyez pas ces choses-là. Pardonnez-moi, je vais être très franc, mais pour moi, ce sont des balivernes. Et c'est vraiment, si vous croyez en un complot qui a pu créer Israël à partir de pratiquement des années 1900, enfin, je veux dire, mais vous devez aussi croire aux chambres à gaz. Hein. C'est la même chose. Je vois pas pourquoi vous n'y croyez pas, pourquoi vous attachez moins de preuves à ce que nous disent les historiens officiels que ce que... Non, c'est la même chose. Hein. Donc oui, je suis relativement sévère face à ces thèses-là. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais vous dire, pourquoi je n'aime pas ces thèses. Eh bien, parce qu'elles permettent toujours de trouver des soi-disant boucs émissaires. C'est la faute aux maçons, c'est la faute aux sionistes, c'est la faute à un tel, c'est la faute aux féministes. Alors que la faute, elle n'est pas là. La faute, elle est en nous-mêmes. Si nos pays sont arrivés ce qu'ils sont arrivés, la première faute revient au peuple. Le peuple français, le peuple allemand, le peuple je ne sais pas trop quoi, qui veulent bien en arriver là. Et qui, tous les jours commettent des lâchetés, tous les jours se disent, ouais, bon, ça va de moins en moins bien, mais moi, du moment que je tire mon épingle du jeu, c'est parfait, etc. Une société se décompose quand son peuple commence à se décomposer, tout comme un corps humain devient malade quand ses défenses immunitaires sont faibles. Et voilà, il est là. Alors c'est vrai,
que c'est un peu dommage. Enfin, je veux dire, c'est plus difficile à dire nous sommes responsables de notre propre décadence que de dire ouais, c'est la faute aux juifs, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel. Mais voilà, moi je ne suis pas du tout là-dedans. Non, je veux dire, voyons nos propres responsabilités dans toutes ces affaires et ne commençons pas à trouver des boucs émissaires là où il n'y en a pas. Voilà ma thèse, enfin voilà ce que toutes mes recherches m'ont convaincu à force de retourner des papiers, d'analyser des événements. Au départ, moi aussi, j'étais séduit par ces thèses, les maçons, les machins. Alors, j'en suis revenu à force d'étudier. Mais, pour en revenir, il faut avoir le courage d'étudier les deux parties. Il ne faut pas se cantonner dans toujours les mêmes lectures. Et c'est le problème aussi des gens qui veulent croire aux chambres à gaz. Ils se contentent dans les mêmes lectures. Donc à la fin, ils disent oh, mais oui, on a raison. Ben, forcément, vous lisez qu'un côté. Lisez l'autre côté, analysez bien les documents et vous verrez. Tout ça, ça s'effondre, tout ça, je veux dire, ça disparaît comme le brouillard du matin. D'accord. Alors, justement, il y a encore pas mal de questions. Il y a des gens, voilà, beaucoup de gens aussi, hein, qui, au passage d'ailleurs, qui vous soutiennent, qui disent marre des fantasmes, marre des complots, etc. D'autres qui sont pas d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, beaucoup aussi, qui disent quand vous avez accusé vous avez dit que le peuple était responsable, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord. Et il y en a qui demandent justement aussi, alors il y a pas mal de questions sur est-ce qu'on peut faire le lien, par exemple, comme quelqu'un comme Walter Hallstein, qui a participé à un gouvernement d'Hitler, qui se retrouve en fait après du côté américain et qui devient proche de Konrad Adenauer au point de devenir ministre des Affaires étrangères, puis de signer le traité de Rome et de devenir premier président de la Commission européenne et d'appliquer le plan, parce que quand même, on ne peut pas nier que Hitler avait un plan pour l'Europe. Une fois que la guerre quand même était enclenchée, il voulait faire l'unification de l'Europe, on va dire. Alors vous me posez la question de savoir comment ça se fait qu'un homme est passé de... Ouais, voilà, par exemple, ce personnage qui arrive comme ça, là, Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne, finalement qu'applique des doctrines et qui ont été développées par les nazis justement au moment où ils avaient le pouvoir en Allemagne, et qui était un découpage administratif de l'Europe. Donc, et que ce découpage-là qui est en cours, on peut faire une analogie. Est-ce que finalement, c'est pas eux qui ont gagné à la fin, aujourd'hui? Oh, pas du tout, moi je ne crois pas, parce qu'encore une fois, je fais une grande différence entre l'Europe qu'aurait voulu Adolf Hitler, qui était une Europe non seulement des patries, mais où chaque patrie aurait gardé ses propres traditions, sa propre âme, et cette Europe moderne, qui n'a rien à voir, qui n'est qu'un vulgaire espace de libre-échange. Alors maintenant, vous allez me dire, mais alors comment ça se fait que des gens qui étaient aux côtés plus ou moins, qui étaient chez les nationaux-socialistes, après se retrouvent de l'autre côté? Mais justement, parce qu'il y a plein de gens qui de toute façon n'ont aucune réelle conviction et dont le seul objectif est de tirer leur épingle du jeu. Ce sont des gens, regardez tous ces savants qui après ont travaillé pour Hitler et après ont travaillé allègrement pour les Américains. Regardez, il faut savoir que pendant ce qu'on a appelé la Gestapo, la police secrète donc de l'Allemagne socialiste, a été faite avec les policiers de la République de Weimar. Ce sont des gens qui travaillent pour le plus offrant ou travaillent pour le puissant du moment. Il n'y a aucun problème. Donc il y a eu absolument après des nationaux-socialistes qui, sans aucun problème, se sont retournés et appliquent des choses qui peuvent paraître identiques, mais qui sont foncièrement différentes. Encore une fois, je le dis, quand la République parle d'intérêt général, et que moi je parle de bien commun, on pourrait dire, ouais, c'est un peu la même chose finalement, mais c'est pas du tout la même chose. Ce sont des mots qui se ressemblent, et de loin, pour quelqu'un qui ne pénètre pas les arcanes, c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, qu'il y ait des gens qui se soient retrouvés dans tous les camps possibles, c'est absolument, je dirais, c'est triste, mais c'est la vie. Et justement, c'est ce qui fait que les forces de la décadence n'ont pas besoin de sociétés secrètes, n'ont pas besoin de puissance occulte. Elles s'appuient sur la pusillanimité des gens, la versatilité des foules, leur volonté propre, qui est toujours une volonté de facilité. Quand un peuple devient vieux et qui devient un peu installé, qui est partisan du moindre effort,
elle s'appuie là-dessus et c'est ce qui fait notre décadence. Ce n'est pas du tout justement des phénomènes de complot, etc. Oui, il y a des complots, encore une fois. Oui, il peut y avoir, mais un complot ne fonctionne que s'il peut s'appuyer sur, je dirais, des masses consentantes, qu'elles soient activement ou tacitement consentantes. Et c'est là le problème, voilà. Donc les complots, bien sûr qu'il en existe, mais ce n'est pas ça, justement. C'est qu'il y a les gens qui ont vraiment des convictions dans la vie, qui disent, moi, c'est ça que je veux, et je ne collaborerai pas avec autre chose, il y en a très peu aujourd'hui. Donc voilà, moi, c'est ma position. Enfin, c'est ce que m'a montré à force toutes mes études, encore une fois. Alors, il y a aussi, alors il y a encore, il y a beaucoup de questions. Je préfère informer les gens que je ne pourrais pas poser toutes les questions. Alors, il y a une question qui est revenue souvent, c'est que, bon, vous avez déclaré récemment que vous n'étiez plus catholique. C'est ça que j'avais entendu dans une vidéo. Vous déclariez que vous n'étiez plus, enfin, vous renoncez à cet attachement, en tout cas, vous déclarez catholique. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut être pro-Hitler, catholique et patriote français? Je veux dire, au contraire de Adrien Abosi, ici même, qui nous affirmait que pour lui, être pro-Hitler était anti-France et anti-chrétien par nature. Vous opposez à cette idée ou vous souscrivez? Oui, bah, je m'oppose à cette idée, bien sûr. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que quand on dit pro-Hitler, il y a des gens qui sont pro-Hitler. Mais moi, j'ai toujours dit, attention, moi je me déclare national-socialiste. Et c'est très différent, enfin c'est très différent. C'est-à-dire que dans le national-socialisme, encore une fois, il y a un corpus idéologique qui est éternel, ce sont des idées qui sont atemporelles et qui sont aspatiales, c'est-à-dire qui ne connaissent ni frontières ni temps, et l'idée d'un bien commun, l'idée d'un ordre naturel. Et puis après, il y a la façon dont le national-socialisme s'est incarné dans le monde, a fait irruption dans le monde. Il se trouve qu'au XXe siècle, il a fait irruption en Allemagne, grâce à un homme nommé Adolf Hitler. Mais bon, moi, Hitler, il a certains côtés avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Donc, je ne sais pas après ce que pensait cet homme qui disait être pro-Hitler, c'est être anti-France et anti-chrétien. Je dirais que dans son essence, le national-socialisme n'est pas anti-chrétien. Alors, maintenant, on va me dire, est-ce qu'il est anti-catholique? Alors, voilà, il y a un gros problème, c'est le catholicisme. Moi, j'ai été catholique traditionnaliste, j'y ai renoncé. Aujourd'hui, je me dirais chrétien. Je veux dire, bon, c'est mon évolution personnelle. Donc, je dois avouer qu'aujourd'hui, la polémique peut-on être national-socialiste et catholique ne m'intéresse plus. Personnellement, je pense qu'on peut l'être. Hein. Encore une fois, c'est-à-dire partisan du national-socialisme en tant que corpus idéologique atemporel. Quant à être anti-France, absolument pas. Je veux dire, le national-socialisme, c'est une idéologie qui, plaçant le bien commun au-dessus de tout, mariant, faisant un beau mariage entre tradition et progrès, enfin, et technologie, etc., je ne vois pas en quoi il serait anti-France. Je pense que cet homme qui a dit ça, et que je respecte son opinion, hein, mais je pense que cet homme se focalise trop justement sur l'histoire et non pas sur ce qui est général et ce qui est ahistorique. Mais c'est vrai que donc pour répondre à votre question au départ, j'ai été catholique traditionnaliste, j'ai même été cédévacantiste. Je ne le suis plus aujourd'hui pour des motifs que j'ai expliqués dans une vidéo. Je reste très tolérant en matière de religion. Enfin, je suis très tolérant en matière de religion. Je veux dire, je n'attaque personne. Moi, personnellement, je n'ai plus la foi du catholique traditionnaliste que j'ai eue pour des raisons que j'ai expliquées et pour lesquelles je me suis justifié. Non pas pour convaincre les gens, mais pour expliquer pourquoi j'avais évolué, pour pas qu'on se méprenne sur les raisons pour lesquelles j'avais évolué. Mais en faisant cette vidéo, en m'expliquant, je n'ai pas voulu attaquer quiconque. Est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, que un président comme l'était Hugo Chavez, c'est un président national-socialiste? Je ne connais pas assez Chavez pour répondre. D'accord. Désolé, hein, désolé. Non, pas de souci. Alors, il y a une autre... Voilà, alors, bon, on arrive à la fin, hein, je vais enchaîner deux autres questions, je vais en choisir encore deux, trois autres. Alors, il y en a une, c'est vrai, qui est revenue assez souvent, c'est justement cette opération Paperclip
donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle les Américains récupèrent un certain nombre de, on va dire, hein, des caciques du régime, que ce soit des scientifiques ou certains hommes politiques, ils récupèrent en tout cas tout un tas de gens très importants du régime nazi, puis qui sont évacués vers les États-Unis pour travailler pour le compte des États-Unis. Il semble qu'il y ait eu la même opération côté russe aussi, apparemment. Oui, oui, voilà. Je crois, oui, oui. Voilà. Et donc, cette opération, c'est quoi? C'est qu'il y avait, est-ce qu'il n'y avait pas quand même, au départ, justement, dans ce régime nazi, j'ai presque envie de dire, des racines américaines, parce qu'on sait que les nazis sont énormément inspirés de ce qui se faisait aux États-Unis, en particulier sur la propagande. Il est évident que dans le régime national-socialiste, c'était pas un régime qui était destiné à être sur une terre immatérielle. Donc il y avait forcément, notamment le national-socialisme, était un régime qui voulait aussi très très technologique, comme l'Amérique par exemple. Donc le national-socialisme a développé énormément de choses, notamment dans le domaine de la chimie, où les Allemands sont très forts, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'aviation, avec les avions réacteurs, etc., tout ça, enfin les V1, les V2. Donc, il est bien évident que l'Amérique, c'est une civilisation très technologique, où il y a une espèce de spiritualité de surface, mais beaucoup de technologie, de savoir-faire, comme la Chine d'ailleurs aujourd'hui. Mais, eh bien, il est évident que ce côté national-socialiste, qui est un côté technologique, d'aimer la technique, d'aimer le progrès technologique, ça allait être récupéré aussi bien par les Russes que par les Américains. Et encore une fois, il ne faut pas croire que quand les nationaux-socialistes sont arrivés au pouvoir, ça a été une transformation idéologique dans les esprits, mais il n'empêche qu'un homme reste un homme, et quand en 1945, eh bien, vous êtes un savant, vous avez une certaine valeur, que votre pays est en ruine, et qu'on vous dit, écoutez, on peut vous amener en Amérique, on vous fait un pont d'or, et vous travaillerez pour nous, ces gens-là, naturellement, ils disent oui, et puis ils partent. Je leur jette pas la pierre, et peut-être, voire sans doute, aurais-je fait la même chose. Bon, me connaissant, je crois quand même pas, hein. J'aurais été fusillé, moi, à mon avis. Mais si j'avais pas été fusillé, qu'on m'avait dit, écoutez, voilà, vous voyez, où en est votre pays, et vous pouvez travailler pour nous, vous avez un savoir, si j'avais un savoir, hein, j'aurais sûrement dit oui. Donc, pour moi, tout ça, ça prouve que, de toute façon, tout système humain a des racines humaines. Et donc, il est évident que dans le socialisme, il y a des choses qui pouvaient plaire aux Américains, qui pouvaient plaire aux Russes, qui pouvaient plaire à n'importe qui, et ça ne me surprend pas. Donc voilà pourquoi il y a eu cette opération Paperclip. L'Allemagne avait déposé des tas de brevets, et bien, les vainqueurs ont été ont été très intéressés par le fait de les récupérer. Mais il est évident que si l'Allemagne nationale-socialiste avait été d'ailleurs un truc complètement rétrograde, où on était revenu à la charrue et au bœuf, il n'y aurait pas eu l'opération Paperclip, quoi. Voilà. Ouais. Alors, dernière question. Hein. Oui. Quel est un peu pour vous, ça c'est pareil, c'est un résumé des questions qui ont été posées par les métanautes. Comment vous voyez un petit peu, on va dire, l'avenir de notre pays, plutôt vers une réconciliation, une guerre civile, ou alors un grand changement? Comment vous voyez un peu les choses? Alors, je ne fais aucune prédiction, pour la bonne simple raison que le monde est trop complexe. Et je crois que, eh bien, l'avenir est trop incertain. Je le dis souvent, en 1927, qui aurait pu prévoir comment aurait été l'Allemagne en 1937? Et en 1937, qui aurait pu prévoir comment aurait été l'Allemagne en 1947, hein? Donc, en 2014, qui peut prévoir comment sera la France en 2024? Je ne le sais pas. Et en 2024, comment sera-t-elle en 2034? Je ne le sais pas. Donc, je ne vois l'avenir de façon... Je ne vois absolument... Ce que je crois, franchement, c'est qu'on va se faire submerger par des peuples plus jeunes, ou peuples dans lesquels les jeunes apprennent beaucoup mieux, ils seront beaucoup plus valables intellectuellement, car je ne cesse de donner des cours particuliers... et même, je donne plus que des cours particuliers aujourd'hui. Donc je suis à nouveau plongé dans l'éducation, et je peux vous dire que nos niveaux scolaires baissent, chutent toujours vertigineusement. Vraiment, les bons s'en sortent toujours, hein, les bons en sortent toujours. Mais la masse qui avant on a essayé de pousser vers le haut sombre vers le bas.
Et nous allons être, je pense, pour moi, l'avenir de la France, hein, c'est être submergé par des peuples plus jeunes, plus travailleurs, qui auront plus le sens du service, qui prendront petit à petit nos places. Et je dirais qu'il y a deux solutions à partir de ce moment-là. Soit il y aura quand même une crise généralisée, et dans ce cas-là, les cartes vont se redistribuer au terme soit d'une guerre, soit d'une catastrophe écologique, soit je ne sais trop quoi, et les cartes vont être complètement redistribuées, et ce sera complètement imprévisible. Soit, eh bien, nos peuples vont s'endormir dans leur mort, et ça se terminera comme ça, que la France changera de visage, ce sera plus la France en fait, ce sera plus rien, et l'Europe changera de visage. Pour moi, c'est fatal. Je ne vois pas d'autre issue que soit une grave crise qui pourra se faire se réveiller les consciences, ah, là c'est possible, soit pas de crise et une mort lente, terminée, quoi, plus rien. Et je le dis souvent, je ne veux pas être trop long, mais je me rappelle toujours de cette fameuse grève des transports en commun à Lyon, il y a maintenant une quinzaine d'années. Et après cette grande grève qui avait duré très longtemps, plusieurs semaines je crois, on avait dit aux gens, comment l'avez-vous vécu cette grève? Et la plupart des gens avaient dit, mais on en a un bon souvenir. Parce que comme on était tous dans le caca, eh bien des voisins avec qui on ne parlait jamais, on a parlé. On s'est dit, tiens, vous allez où? On va faire du covoiturage. C'était des camions de l'armée qui prenaient les gens au lieu des bus. Et les dames disaient, ben, les hommes étaient redevenus polis. Ils nous aidaient à monter, ils cédaient leur place. Donc, tout le monde étant dans le caca, les vraies valeurs avaient été retrouvées tout de suite. Tout de suite. L'entraide, l'amabilité, la galanterie, tous ces trucs sont complètement perdus. On n'était plus du tout individualiste, tout le monde se serrait les coudes. Eh bien, je m'étais dit, ce qui s'est passé à Lyon, il suffirait que ça se passe au niveau de la France, il peut y avoir un réveil soudain des mentalités, et le peuple français, avec toutes ses composantes d'aujourd'hui, parce qu'il y a des multiples composantes, peut se réveiller. Mais, s'il n'y a pas ce collapsus économique, je ne peux voir qu'une mort lente, comme ça, et puis un remplacement de population, en effet, qui a déjà commencé aujourd'hui. Voilà. Mais Vincent Renoir n'est pas un analyste politique, je ne suis pas Alain Soral, je ne suis pas tous ces gens qui ont des analyses qui s'intéressent au présent. Moi, hélas, je suis plus dans le passé, donc souvent quand on me demande qu'est-ce que vous pensez d'eux, ben, je réponds pas trop parce que je n'ai pas grande valeur en termes d'analyse. Voilà. Alors, dernière question subsidiaire, comme on dit, la dernière subsidiaire, c'est la même question que j'ai posée à Robert Faurisson pendant l'interview. C'est qu'aujourd'hui, il y a, on va dire, un succès pour ces thèses-là. Quand je dis succès, en tout cas, une audience de plus en plus croissante de gens qui s'intéressent à cette déconstruction des mythes de l'histoire. Des personnes comme vous, comme Vincent Renoir, on voit bien, nous on a fait l'émission avec Adrien Abosi sur la contre-histoire générale de Gaulle et qui a énormément marché aussi. Donc, est-ce que, justement, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi? Il y a un besoin de vérité? Les gens se rendent compte que vous êtes plus sincère? Comment ça se fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne pense pas que ce soit un besoin de vérité. C'est encore une fois, c'est un intérêt. À partir du moment, notre ordre présent est fondé sur, je vous ai dit, sur les ruines du national-socialisme et sur les ruines de l'Axe. Les gens ont intérêt à croire donc à tous les bobards de la propagande pour dire ce régime était odieux, on veut le contraire. Si un jour il y a un collapsus général et on est en période de crise, eh bien il y a forcément des gens qui, voulant autre chose et rejetant cette société, rejettent donc naturellement ces mythes et se tournent vers d'autres personnes. Mais, c'est peut-être décevant, mais ce n'est pas forcément un désir de vérité, non. C'est un intérêt. C'est un intérêt politique, un intérêt sociologique qui fait que les gens se tournent davantage vers cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'y croient pas, ça ne veut pas dire qu'ils se tournent vers des mensonges, mais ça veut dire qu'ils vont être persuadés que c'est vrai, non pas à cause des arguments que l'on développe, mais parce qu'ils disent, comme ces gens sont persécutés, c'est qu'ils doivent dire vrai, voyez-vous. Donc, aujourd'hui, je dirais que l'engouement, très relatif, l'engouement qu'il y a, notamment l'engouement qu'il y a grâce à un Dieudonné, grâce à Alain Soral, ces gens-là qui font vraiment, parce que Vincent Renoir, lui, ne fait pas grand-chose, je veux dire, moi je draine très peu de monde, contrairement à tous ces
c'est géant. Euh, eh bien, euh, les gens qui se tournent vers eux se tournent par intérêt, parce qu'ils disent, voilà, ce sont des gens qui ont un autre discours, et comme cette société s'effondre, c'est que ces discours sont faux, donc c'est ailleurs que ça doit être vrai. Donc j'analyse, je dirais, l'espèce de, oui, un peu l'effervescence qui est autour du révisionnisme, comme justement un signe que dans la civilisation, que dans nos sociétés, ça va mal. Et qu'il y a en effet un problème, notamment, il y a aussi un problème palestinien, un problème, et qui fait que, eh bien, des jeunes Arabes, des jeunes Beurs, voyant que notre République monte la garde autour de cette histoire politiquement correcte, prennent le contre-pied, encore une fois, non pas parce qu'ils ont été convaincus par des arguments, mais parce qu'ils voilà, parce qu'elle prend le contre-pied de nos ennemis et de nos ennemis sur nos amis, quoi. Donc voilà à quoi j'analyse, voilà pourquoi j'analyse, euh, voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui le révisionnisme connaît une sorte d'essor, mais on ne peut rien, on ne peut rien prévoir pour la suite. On ne peut rien prévoir, c'est-à-dire que il suffirait peut-être que M. Dieudonné ou M. Soral disparaissent pour des raisons X ou Y, tout peut retomber très vite. Mais en revanche, si la conjoncture continue à se dégrader, je pense que le révisionnisme a de beaux jours devant lui. Mais encore une fois, ce ne sera pas parce que les gens sont convaincus, ce sera parce qu'ils auront intérêt à y croire. À croire en nos thèses. D'accord. Eh ben merci beaucoup, Monsieur Renoir, hein, d'avoir C'est moi participé. qui vous remercie de m'avoir invité, je vous trouve très courageux et vraiment je vous remercie de tout cœur et ben c'est très très bien. Je vous félicite et je vous admire. Ah bah merci beaucoup, Monsieur Renoir. Nous, en tout cas, on fera respecter la liberté d'expression. On sait que c'est très difficile. Et c'est ce que j'expliquerai certainement demain à la police, que ce pays a besoin qu'on libère la parole. Enfin, Et ben voilà. je vous souhaite bonne chance pour demain et tous mes encouragements. Merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup. Voilà, c'était la libre antenne. Donc merci à tous les métanautes aussi qui étaient connectés. Alors ce soir, vous étiez extrêmement nombreux, j'ai envie de dire. On est dans des records, là. On est dans une des plus grosses émissions, certainement. Donc Rimka, Churazien, Daoud, Sismic, Azad Jimmy, Frisky, Caf Marron, Nico Dulotte, Illuminati 93, Franmax, Cybernétique, Rani, Kalinka, Nico Tral, LF, Teros. Il attendait cette émission depuis longtemps. On est obligé de lui dédicacer. Hein, De Corsi, Valigomou, Jebel, Jemlenj, Sam Wang, Shag, etc. 1087, Sismic, Kara, D'Artagnan. Eh ben, merci à vous, encore une fois. Merci à toute la régie qui était sur le coup, avec Steph, avec Alain, avec Mika, parce que voilà, ça c'est en plus les sessions Skype, vous savez, c'est toujours pour nous un exercice périlleux, hein, vous le savez. Donc on est plusieurs sur le pont. Eh ben, merci. Demain on se retrouve normalement, je le dis bien, avec Kémy Sébastien, si tout va bien, si on me laisse sortir. Ou alors il y a un œil, parce que ce serait le jour alors où Kémy Sébastien, la dernière fois, c'est lui qui est tombé, puis demain il doit venir ici. Et j'espère pouvoir assurer l'émission demain matin, enfin demain soir, pardon. Et puis, on verra ce qu'on me dit là-bas. Alors, vous apprendrez que l'émission est annulée. Voilà, on me dit passible d'emprisonnement. Oui, c'est peut-être le cas, on ne sait pas. La LICRA nous recherche, et là, ce n'est pas une blague, hein, parce qu'il y en a qui me ressortent, évidemment. Oui, c'est le 1er avril, etc. Non, il n'y a pas de 1er avril, c'est bien vrai. Il y a bien une convocation, il y a bien une plainte, et il y a bien une enquête, et donc une instruction du procureur. Et c'est pour ça que je suis convoqué. Donc, on vous tient au courant, de toute façon, de ce qui va se passer. Parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain peut-être. Ciao à tous.